L'idée, en fait, c'est de présenter un peu parce qu'on est, c'est dans le cadre d'une première recherche, là, mais là, résumé en 15 minutes, deux recherches qui se sont étalées sur 4 ans. Ça va être difficile, mais on va essayer de faire de notre mieux, puis voir un peu qui on était dans le projet de recherche. Présenter rapidement le contexte, la démarche, la méthode, mais je voulais vraiment vous donner une fenêtre sur l'expérience des personnes participantes qui ont participé à cette recherche-là, qui se voulaient vraiment une belle main tendue vers aussi les milieux et les parents. Puis je pense pas qu'on va avoir le temps de parler de recommandations, mais ça, c'est pas si grave. Donc, j'étais chercheuse principale sur ce projet-là, qui a mené à un deuxième projet de recherche après, là, qui était un peu différent. Collaboration avec l'UQAM, Nancy qui est ici, avec le CIUS du Centre-Sud de Montréal et une conseillère pédagogique institutionnelle au Cégep. Et je laisse mes deux collaboratrices se présenter. Donc, bonjour, moi c'est Olga Malia Quiñones. Je suis présentement au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire. J'ai également effectué mon DEC en technique d'éducation à l'enfance au Cégep Édouard-Montpetit et je suis née au Guatemala. Bonjour, je suis Saïda Lukaoui, je suis ancienne étudiante au Cégep Édouard-Montpetit. Je suis éducatrice à la petite enfance au CPE Le Petit Pain d'Épices et je suis canadienne d'origine marocaine. Puis là, on a l'air d'avoir recruté juste nos étudiantes, mais sachez qu'en Montérégie, le Cégep Édouard-Montpetit, c'est comme le plus gros département de TE, fait qu'ils sont souvent originaires d'Édouard-Montpetit, nos éducatrices. C'est un projet qui a été possible grâce à la collaboration du pôle de l'UQAM, du Cégep, du regroupement et du CIUS. Là, je passe vite sur ces choses-là. L'idée, c'est que on avait l'impression de plus en plus d'avoir des milieux de garde où il y avait une représentation de plus en plus grandissante des familles issues de la diversité ethnoculturelle. Notre programme de formation en parlait très peu, pour voire dire pas du tout. Et nos étudiantes aussi nous disaient, ou nos étudiants et étudiantes, quand ils étaient en stage, nous rapportaient parfois des moments, des incidents où là, ils savaient pas comment réagir, où ils avaient pas su. Et nos superviseurs de stage aussi. En cherchant un peu des informations pour pouvoir ajuster, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de recherches là, qui s'étaient penchées sur ça, en particulier en petite enfance. Donc, on s'est demandé vraiment comment on irait chercher c'est quoi les enjeux, les réussites, en fait, comment vivent et les parents et les praticiens et les praticiennes qui travaillent en petite enfance en Montérégie sur le plan de la situation des interrelations interculturelles qu'elles vivent là au sein de leur groupe. On a opté, donc, au lieu de faire juste une recherche documentaire, de vraiment déployer une recherche-action collaborative qui vient un peu mettre sur le même pied d'égalité, un peu comme ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant, les savoirs théoriques des chercheuses, de l'équipe de chercheuses, mais aussi des savoirs plus tacites des éducateurs et des éducatrices, les savoirs intuitifs des parents. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était important. C'est une démarche qui a été très souple, là, pour vous dire, il y a des groupes, le groupe de parents s'est ajouté en cours de recherche parce que nos éducateurs et éducatrices disaient, mais non, ça n'a pas de bon sens qu'on sonde pas non plus les parents. Donc, il y a on a refait le devis quelques fois, mais parce que les décisions ont été prises là, par l'équipe. On voulait décrire les expériences. C'était surtout là aller chercher le plus de données possible pour comprendre ce que les gens vivent, là, leurs expériences, leurs réussites, les difficultés vécues. Puis, ce qu'on voulait faire, parce que le but, c'était de se questionner sur l'intégration de la compétence interculturelle, surtout dans les programmes de formation, soit en continu ou la formation initiale. Donc, d'identifier les composantes qui étaient cognitives, émotives, sociales là, de la compétence interculturelle qu'on devrait intégrer dans nos programmes de formation. On avait le souci de recruter des personnes qui représentaient la diversité culturelle, mais la diversité aussi des acteurs qui forment l'équipe éducative, c'est-à-dire les parents aussi, entre autres, là, concernés par l'éducation à l'enfance. Mais on avait le souci de faire en sorte que nos rencontres ne soient pas censurées, que les gens ne s'auto-censurent pas au contact d'autres. Donc, on a décidé de travailler en non-mixité, en faisant 3 sous-groupes. Donc, on avait un groupe de praticiennes en petite enfance qu'on a appelé eurodescendantes, donc québécoises blanches. Donc, 3, sur les 7 personnes qui faisaient partie de ce groupe-là, 3 étaient des éducatrices ou des coordonnatrices de groupes communautaires famille, l'organisme communautaire famille.
Donc, pas juste en CPE. On avait un groupe de praticiennes issues de la diversité ethnoculturelle et un groupe de parents aussi de la diversité ethnoculturelle. On voulait pas faire remplir de questionnaires, on voulait vraiment rencontrer les gens, leur parler, les regarder et tout ça. Donc, on est allé avec des entretiens individuels avec tout le monde. Donc, tout le monde a d'abord rencontré, tout rencontré une à une, et ensuite, on a fonctionné par entretien de groupes semi-dirigés pour chacun des 3 groupes. Mais dans notre groupe de praticiennes neurodescendantes, on est venu les déstabiliser en intégrant des moments d'immersion ou de formation où on a discuté de sujets un peu sensibles et on les a mis un peu dans certains inconforts pour pouvoir provoquer des questionnements par la suite. Donc, ce qu'on voulait, là, je l'ai expliqué rapidement, mais on voulait vraiment soutenir les profs de cégep dans l'implantation l'intégration de cette compétence-là dans le nouveau programme, mais aussi fournir un peu d'outils aux organismes communautaires et au centre de la petite enfance pour eux autres aussi diversifier leurs pratiques. Je vais passer plus rapidement là-dessus, mais nos collaboratrices, là, les parents comme les éducatrices, ont beaucoup, dans les commentaires généraux, là, elles ont beaucoup apprécié toute la démarche puis le fait qu'elles aient pu avoir du pouvoir sur la démarche. Donc, je vais passer vraiment rapidement, mais vous aurez accès peut-être au PowerPoint plus tard, parce que sinon on va manquer de temps. Puis je vais laisser mes collaboratrices vous expliquer un peu les résultats suite à l'analyse, mais aussi sous forme d'une petite fenêtre sur les échanges qu'on a eus. Donc, je leur laisse un peu. Je vais y aller. On va commencer par les points de tension et par des questions d'ordre sémantique. Je vais vous donner un petit exemple. Est-ce qu'une crème glacée ou une glace, quel est le bon terme à utiliser selon ta culture? Pour nous, les adultes, ça paraît une question simple, facile, ça peut passer rapidement. Mais pour des enfants qui sont à la petite enfance, c'est une grande question. Ça peut être même une question problématique parce que là, c'était une situation que moi j'ai assisté, j'ai fait l'intervention. Il y avait 2 enfants, un enfant québécois et un enfant qui vient de la diversité culturelle. Les 2 parlaient de la crème glacée, mais les 2 utilisaient 2 termes différents. Et là, il y avait une chicane. C'est qui avait raison? Là, j'ai entendu la discussion. Là, j'ai pris la décision d'aller voir. J'ai essayé de simplifier mes explications pour les adopter à leur âge. Et là, on s'assoit ensemble. On dit, ah, toi, tu parles de la crème glacée. C'est ce que tu utilisais avec maman, papa à la maison. Il dit oui. Et toi, tu parles de la glace. Est-ce que tu parles aussi, c'est froid, c'est bon, c'est délicieux? Ben oui, toi aussi, tu as raison, parce que j'ai dit à l'enfant québécois, lui, il vient d'un autre pays, et dans son pays, là, on dit la glace pour dire la crème glacée. Les 2, c'est correct. Et là, c'est comme en faisant cette intervention, là, j'ai aidé l'enfant qui vient de la diversité culturelle à s'affirmer, à retrouver sa place, et se sentir qu'il était accepté. Et en même temps, l'enfant québécois, lui aussi, il a le droit d'être respecté aussi parce que c'est sa culture, c'est le terme utilisé chez lui. Donc, c'est vraiment, je vois, c'est très important de savoir les termes, de reconnaître les enfants, de connaître les termes pour faire les belles interventions, pour qu'on donne le sentiment aux 2 enfants qu'ils se sentent acceptés par tout le monde et leur place est ici. C'est vraiment ça. Un second point de tension qu'on a pu observer, c'est par rapport à la langue française. Moi, j'ai travaillé dans un CPE en début de carrière parce que j'ai eu le groupe des 4-5 ans. Puis, dans ce groupe-là, j'ai intégré une petite fille qui venait du Venezuela, donc un pays hispanophone. Je voyais que la petite fille avait de la difficulté à s'intégrer dans la socialisation, à manger ses repas, à suivre les routines et transitions, dû au fait qu'elle ne comprenait pas la langue qu'on lui parlait. Donc, moi, en étant justement latino-américaine, je me suis permise d'intervenir parfois en espagnol, tout en renommant les mots en français pour m'assurer qu'elle puisse justement comprendre en fait ce qui se passait dans sa routine quotidienne. À ma grande surprise, en fait, j'ai partagé justement que j'avais eu j'avais vu des observations positives face à cette intervention. Et à ma grande surprise, la directrice pédagogique a dit que je ne devais pas faire ça parce que ça nuisait au développement du langage de l'enfant. Puis moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore eu mon cours de stimulation du langage pour argumenter son point et dire qu'en fait, c'est bénéfique d'exposer les enfants à diverses langues dues à leur plasticité du cerveau. Donc ça, c'est un des points de tension qu'on a pu observer.
dans les obstacles à l'inclusion. Des fois, on veut, mais on peut pas toujours, ou on n'est pas sûr qu'on peut. Exactement. C'est vraiment se sentir le droit d'être compris au risque de faire des erreurs pour avancer ensemble. Je vais le dire autrement, je veux que ce que je dis soit bien compris, soit de mon côté ou de l'autre côté aussi. C'est parce que durant un échange entre deux personnes qui viennent de deux cultures différentes, il y a toujours la crainte, la peur. Est-ce que ce que je dis, est-ce qu'il est bien compris par l'autre? Est-ce que lui, il m'a compris? Mais c'est rare qu'on prend, c'est comme un petit pas en avant pour enlever l'obstacle et dire non, je vais aller poser la question, je vais aller confirmer, je vais aller voir l'autre personne. Si c'est pas bien compris, je suis prête à reformuler ma phrase, je suis prête à savoir c'est quoi le terme à utiliser, mais je parle des deux côté éducatrice aux redescendants, parce qu'eux aussi, ils ont comme peur des micro-agressions. Ils ne veulent pas poser une question pour que l'autre personne ne se sente pas vraiment agressée, intimidée et gênée. Et en même temps, l'autre dit « Ah, non, je ne peux pas avancer parce que j'ai l'impression que l'autre n'a pas réagi comme moi j'attends. Je m'attendais, là, c'est comme il y a quelque chose qui ne va pas, mais là, c'est le temps de dépasser cet obstacle. C'est le temps d'aller vers l'autre et poser la question « Est-ce que j'étais claire? Est-ce que mon message était bien compris? » Un second obstacle qu'on a pu constater, c'est le fait qu'on manque énormément d'espace-temps pour aller à la rencontre interculturelle de l'autre. On le sait très bien dans une journée, on va parler rapidement au début de la journée à un parent, rapidement à la fin de la journée d'un parent, soit un cadre de porte, mais il est rare les fois qu'on planifie un moment pour rencontrer le parent, autre que pour les portraits du développement de l'enfant. Donc, c'est important de mettre de l'avant des moments, planifier des moments d'échange pour mieux comprendre le contexte familial de l'autre, sa culture et vice-versa. Et ces moments-là étaient particulièrement plus faciles à organiser en milieu communautaire. Ça devenait même un point de réussite en milieu communautaire, alors qu'en CPE, c'était un obstacle. C'était très difficile de pouvoir trouver ces moments-là. Donc, dans nos groupes différents, il y avait vraiment ces deux aspects-là en même temps. Dans les réussites... Dans les réussites, ce qu'on a pu observer, c'est d'avoir du personnel éducateur qui va représenter les diverses cultures dans nos milieux. En fait, c'est un atout. Par exemple, moi, quand je vois un parent ou une famille ou un enfant issu de la diversité hispanophone, c'est plus fort que moi. Je vais aller les saluer, leur parler en espagnol, parce que je sais que ça crée un fort sentiment d'appartenance, de se sentir vu, de se sentir compris. Je l'ai vécu beaucoup avec ma famille. Il y a une barrière de langue qui se crée. Donc, ça, c'est une des réussites. Et là, on parle aussi d'une approche interculturelle. C'est parmi les réussites aussi, c'est comme on voit souvent qu'il y a des journées culturelles qui commencent à s'organiser. C'est pour inviter l'autre à venir me voir, à s'ouvrir vers moi, mais moi aussi, je dois prendre aussi l'avance, l'initiative d'aller voir l'autre. J'ai ma culture, mais aussi je dois respecter l'autre personne, sa culture aussi. On essaie de trouver comme un pan pour qu'on puisse se comprendre tous les deux, tout en respectant nos personnalités, nos cultures à nous. Et c'est comme dans un cadre avec un professionnel, avec un bon respect. On disait aussi qu'il ne fallait pas attendre d'avoir ce qui était ressorti. Oui. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des enfants de la diversité dans les groupes pour parler de diversité, pour représenter la diversité. La diversité, elle va être là tôt ou tard. Je dirais, même si on est un peu plus dans un milieu qui est plus homogène, il faut quand même le faire parce que c'est important pour tous les enfants. Ce qu'une coordonnatrice du milieu communautaire disait, c'était que une réussite particulièrement intéressante, c'est de s'ouvrir aux autres. Donc, de le faire, nous, de s'ouvrir sur notre culture, sur nos habitudes, sur nos valeurs. Ça permettait aux parents, surtout aux parents issus de l'immigration récente, de s'ouvrir en retour et là de créer ce beau dialogue-là qui était essentiel. Je les mets ensemble parce qu'on va aller peut-être un petit peu plus rapidement là-dessus. Pour les besoins, mais il y en avait deux. Il y en avait plus que ça, hein? On a fait un petit échantillon, là, mais... Donc, des environnements éducatifs qui étaient plus représentatifs. Je pense qu'on est encore un petit peu loin pour représenter toutes les cultures, parce qu'on attend toujours de recevoir des enfants pour réfléchir. Qu'est-ce que je peux ajouter pour respecter la culture de l'autre enfant? Alors que je vois que tous les enfants ont le droit d'être respectés, même les enfants qui ont vraiment... Je veux dire, les enfants québécois, ils ont le droit de s'ouvrir
vers l'autre culture. Donc, c'est comme, on n'attend pas l'initiative de l'éducatrice en général, c'est tout le temps les éducatrices qui cherchent du matériel, qui prennent l'initiative pour aménager, pour rajouter du matériel, mais ça doit être une norme dans tous les CPE, dans tous les milieux de services de garde. C'est ça, d'avoir par exemple, la littérature jeunesse, mais qui représente pas nécessairement, qui parle pas de diversité, mais qui représente la diversité, sans que ça soit ça le but de l'histoire, là, par exemple. C'est des choses qui étaient ressorties un peu... Oui, rapidement, on va y aller. Sinon, un besoin qu'on a pu remarquer, c'est que souvent, on ne prend pas le temps de bien connaître et de comprendre les familles, puis ça amène justement à poser des préjugés. Moi, j'ai vécu une situation où est-ce que je travaillais avec un local à côté, avec une éducatrice dans le groupe des 3-4 ans, puis cette éducatrice-là accueillait une petite fille qui venait du Congo. Puis elle disait, ça n'a pas de bon sens, elle mange toujours avec ses mains, elle se salit... je comprends pas, elle sera peut-être pas prête pour l'an prochain, le groupe des grands. Puis, on l'a amenée à se questionner à peut-être que c'est comme ça qu'elle mange dans sa culture. Donc, cette éducatrice-là, elle a pris le temps d'aller questionner les parents, de les rencontrer, de poser des questions par rapport à ça et de se rendre compte qu'en fait, c'était comme ça que dans sa culture, eux, ils mangent à la maison. Et ça lui a permis de se décentrer puis de ne plus intervenir en ayant des préjugés, mais en ayant en tête qu'il faut toujours se renseigner puis prendre le temps de connaître l'autre pour mieux intervenir. Des solutions médiatisées. Fait que, bref, on va passer vite sur les recommandations, mais tout ça a donné des recommandations qui ont fait l'objet là, de la base d'une deuxième recherche action où l'on est en train de modifier, de didactiser donc des nouveaux contenus pour la compétence interculturelle dans le programme de formation en technique d'éducation à l'enfance. On en a rédigé un autre article pour vous, pour poursuivre la fenêtre sur ce vécu-là, vous pourrez aller le consulter. Voilà. Merci.